Bonsoir Madame, Monsieur, bonsoir Kinshasa. Si vous nous suivez depuis l'étranger, sachez que nous émettons depuis la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, cette grande ville hospitalière qui accueille toutes les nations, toutes les races. Madame, Monsieur, 2022 a été une année pleine de surprises, pleine de perturbations également, parce que 2022 a connu beaucoup de crises sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo, mais également à l'international avec cette guerre, ces conflits ukrainiens-russes qui a impacté négativement sur les économies d'Afrique, parce que vous le savez, la plupart de nos économies sont extraverties, c'est-à-dire que ça dépend par moment des importations. Mais nous allons parler de la sécurité de notre pays qui nous intéresse, car la sécurité des personnes et de leurs biens est donc la priorité des priorités, pas seulement pour nous les Congolais, mais pour le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui se bat bec et ongle pour préserver l'intégrité territoriale. Nous parlerons également des élections qui pointent à l'horizon, parce que l'enrôlement, l'opération d'identification a été lancée depuis le 24 dernier et elle est en train de se poursuivre. Sur ce plateau, pour décrypter cette actualité, nous avons un scientifique pointu, très connu pour ses analyses pertinentes. Il est panafricaniste et cadre du parti présidentiel. Vous l'avez déjà en visuel, il s'appelle M. Norbert Yamba, toujours ponctuel et fidèle lorsque nous l'appelons. Bienvenue, surtout merci pour le temps que vous disposez à chaque fois que nous vous appelons. Merci Morgane pour l'invitation. Merci également, parce qu'il me semble que je serai parmi les dernières personnes. Voilà, c'est la dernière émission, je signale. La dernière émission, bien entendu. Voilà. Et donc, merci pour cette marque de confiance, cette marque de sympathie jamais démentie. Je pense que nous sommes là justement pour éclairer un certain nombre de choses, de manière à permettre à ceux qui peuvent décider de prendre des décisions stratégiques qui permettent à notre pays d'avancer. Donc, on n'hésitera pas un seul instant lorsqu'on nous invite. D'accord. Si cela peut aider à quelque chose. Merci beaucoup. Je vous prends ici dans votre casquette de panafricaniste d'abord. Vous avez plusieurs casquettes, c'est vrai. Mais en tant que panafricaniste, comment est-ce que vous analysez aujourd'hui les relations de la RDC envers d'autres pays africains, principalement ses voisins? C'est vrai que c'est assez complexe et difficile à comprendre ce qui se passe avec nos voisins. Lorsque vous regardez la géographie africaine, vous avez 5 espaces géographiques stratégiques. Il y a le nord, et vous trouvez un groupe de pays, notamment maghrébins, qui sont sous la houlette d'une locomotive qu'on appelle l'Égypte, avec proportion de 315 à 355, ça varie, de produits intérieurs bruts. Vous avez des pays comme Tunisie, la Libye, l'Algérie, compagnie, etc., le Maroc. Et vous avez l'Est, où vous avez des pays comme
la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, etc., tous ces pays de l'Est, mais qui ont une locomotive qui s'appelle l'Éthiopie. Et donc, il y a un pays phare, et il y a aussi des pays satellitaires. Et le pays qui est la locomotive draine les autres vers une destination recherchée. Et vous avez au sud, c'est l'Afrique du Sud, avec tous ces pays que vous connaissez, le Zimbabwe, la Zambie, Lesotho, Botswana, compagnie, etc. Et donc l'Afrique du Sud est la locomotive, avec 400 milliards de dollars environ. Et à l'ouest, vous avez le Nigeria, avec tous ces pays que vous connaissez, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, compagnie, le Ghana. Tous ces pays-là sont en train de prospérer, et parce qu'il y a une locomotive qui s'appelle le Nigeria, qui a plus de 580 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Mais au centre, vous avez des pays comme la RDC, le Gabon, le Centrafrique, etc. Et donc, au centre, vous avez le Congo comme locomotive, à l'instar, par exemple, du Nigeria, de l'Éthiopie, de l'Égypte, comme de l'Afrique du Sud. Donc, nous avons 5 locomotives. Malheureusement, le Congo, qui est la gâchette du revolver, d'après Fac Fanon, a des petites difficultés liées à une gouvernance antérieure. Parce que lorsqu'on quitte le nord vers le sud, on passe par le Congo au centre, mais il n'y a pas de route, on ne va pas continuer. De la même manière, lorsqu'on quitte l'ouest vers l'est, etc., donc il faut passer par le centre. Mais ça ne marche pas. Sans vous interrompre, permettez que je glisse un mot. Oui. Vous avez pas un tableau très complexe de d'autres pays qui sont considérés comme locomotives et la RDC, dont vous êtes en train aujourd'hui de déplorer le manque d'infrastructures. Est-ce que la situation dans laquelle, parce qu'on ne va pas tout le temps s'excuser, donner comme prétexte la guerre et l'instabilité de l'Est, est-ce que le manque d'infrastructures aujourd'hui, soit carrément l'instabilité qui sévit actuellement au Congo, est-elle voulue ou vous pensez qu'elle est de la responsabilité des dirigeants congolais? C'est une responsabilité partagée. Parce qu'il y a juste un peu du contraire. Je vous ai parlé du Nigeria, 580. Je vous ai parlé de l'Éthiopie, 287 milliards produits intérieurs bruts. Mais le Congo varie entre 50 et 54 milliards. Et pourtant, le Congo a les tiers des richesses africaines, des ressources naturelles. Un tiers, vous imaginez, potentiel bien entendu. Et donc, il y a un problème de gouvernance. Gouvernance à l'échelle internationale, nationale, et pourquoi pas locale. Donc, si on n'a pas d'infrastructure, c'est qu'à quelque part, on a failli. Il n'y a pas eu des ambitions par le passé. Pouvez-vous prendre, par exemple, Kinshasa jusqu'à Goma, on n'a pas une route. C'est quasiment impossible. Pour un rayon, par exemple, de 2000 km, il n'y a pas de route. Ce n'est pas possible. Et donc, la situation de nos voisins, c'est une situation qui n'est pas de nature, naturellement, à encourager le Congo et les Congolais. Le Congo, en tant que gâchette de l'Afrique, le cœur de l'Afrique, l'Afrique respire par le Congo. Le Congo a une vocation panafricaine. Le Congo a une vocation de la réconfiguration, de la restauration de la grandeur de l'Afrique. Mais le Congo a des pays satellitaires qui l'entourent. Et le paradigme occidental, qui est fondamentalement axé sur la domination du centre par la domination du centre contre la périphérie. Et donc, cette relation inéquitable fait que les puissances d'argent qui sont fondamentalement au centre cherchent à diviser les Africains. Et diviser les Africains pour mieux régner. Et vous allez voir, le Congo-Kinshasa, avec tout ce qu'il
il dispose comme potentialité en termes de ressources naturelles, etc. Eh bien, pour mieux exploiter illégalement, bien entendu, on a besoin des voisins pour jouer le rôle des sous-traitants, pour jouer le rôle des commissionnaires, des courtiers, etc. De telle sorte que lorsqu'ils entrent pour prendre le cobalt, pour prendre le coltan, pour prendre le lithium, aujourd'hui c'est le nobium, et donc il n'y a pas beaucoup de formalités d'usage. À ce moment-là, ils passent par tel ou tel pays. C'est comme ce qu'on est en train d'observer à l'est de la République. Le Congo a tout, mais le Rwanda n'a pas beaucoup de ressources. Et qu'est-ce qu'ils font? Le Rwanda a besoin de l'argent. Et puis, bon, il se positionne comme un État mercenaire. Cet État mercenaire où il envoie ses militaires partout, etc., mais il y reçoit des compensations de puissances d'argent, de puissances impérialistes, pour qu'ils puissent véritablement tenir le coup. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Et donc, les Africains, je me souviens beaucoup, et je termine par là, nous avons un chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, qui est très très engagé pour l'avenir de l'Afrique. Vous avez vu même lorsqu'il a été président de l'Union africaine, la première chose c'est de se battre pour mettre en route la zone de libre-échange, compagnie, etc., de manière qu'on puisse remettre en question toutes les différentes frontières qu'on a installées par des personnes qui se sont inspirées d'une carte mal dessinée, qui était l'Afrique à son temps, à Berlin, et par ces personnes qui n'ont jamais été en Afrique, mais qui visiblement nous ont saucissonnés à 54 États aujourd'hui. Et la tendance, pour eux, c'est de créer des boutiques. La Congo-Kinshasa est dans le collimateur, dans le viseur. Il en faudrait 4 à 5 États. Le Mali, vous voyez, dans les différents sites stratégiques où on trouve des minéraux de prédilection, surtout qu'on est dans un processus de transition énergétique, etc., il faut une rébellion, il faut une insécurité. L'idée, c'est en fait que de temps en temps, ils puissent justement exploiter les richesses. Très bien. On est là, on s'entretue, mais c'est l'atomisation sociale, c'est-à-dire division pour mieux régner. Et les Africains n'ont pas compris qu'ensemble, ils peuvent faire mieux. Ils n'ont pas compris qu'ensemble, ils peuvent mieux. Le Congo-Kinshasa a 9 voisins, mais nous avons très souvent des problèmes avec 1 ou 2 voisins, qui sont le Rwanda et l'Ouganda, le Burundi, pas très souvent. Alors, il y a un jour, on nous a présenté par le vice-ministre de l'Intérieur des mercenaires, des infiltrés, des Rwandais qui seraient ici comme membres d'une ONG qui milite pour le développement. Mais bon, lorsqu'on va dans le détail, on trouve qu'ils sont des mercenaires, ils sont là pour des missions obscures. Et vous savez, aujourd'hui, c'est une provocation de plus. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a trop duré. Plusieurs fois, on a arrêté des soldats rwandais sur le territoire congolais. Les frontières ont été violées plus d'une fois. Et au regard de ce que vous venez ici de peindre comme le tableau sombre, parce qu'il est sombre dans la mesure où le Congo est aujourd'hui considéré comme un bien sans maître, parce que il faut venir quand vous voulez, piller, faire tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui pour que les Congos occupent cette place et jouent ces véritables rôles de locomotive que vous l'avez attribué? Je ne sais pas à tort ou à raison. Aujourd'hui, il y a des maîtres. Si hier, il n'y avait pas de maîtres, aujourd'hui, il y a des maîtres. Okay. C'est un opposant de 37 ans qui arrive au pouvoir et qui a fait des promesses à sa population, et qui arrive et qu'il trouve qu'effectivement, si sa population est en train de souffrir, c'est parce qu'il y a un vaste complot à l'échelle internationale. Et il prend des dispositions pour que véritablement ses concitoyens puissent justement satisfaire leurs besoins. Ça n'honore pas, parce que s'il y a un système qui a été mis en place, ce système, il ne faut pas le remettre en question, ou vous risquez la vie, ou vous risquez véritablement de quitter le pouvoir. Mais cet homme-là, il prend tous les risques. Il prend tous les risques. Et ce ne sont pas des risques si faciles. Donc, oui, hier, il n'y avait pas de maîtres. Aujourd'hui, il y a des maîtres. Mais il faut y aller mollo-mollo pour que finalement, on puisse consolider un autre système à la place de l'ancien système. Cependant, il faut reconnaître que
Vous vouliez savoir que c'était la question... La question, c'est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que le Congo joue réellement ses rôles de locomotive que vous l'attribuez, je ne sais pas, à tort ou à raison. Non, non, c'est à raison. À raison, parce que, vous savez... Parce qu'il ne suffit pas tout simplement d'avoir de richesses, mais il faut une politique, il faut un leadership fort et éclairé qui puisse porter toute cette grandeur et ces richesses pour que finalement vous puissiez mériter cette place. Par le passé, les gens sont déterminés, les gens sont recrutés, les gens sont désignés, les gens sont élus par la volonté de puissance d'argent. Et lorsqu'on arrive au pouvoir, on doit être au service des puissances d'argent. Ça s'appelle un système patrimonial qui est conçu sur base d'une mendicité internationale. Mais ici, c'est un autre cas de figure. Quelqu'un qui arrive et qui pense que le Congo jouit de sa souveraineté et qui a moyen que les Congolais jouissent pas de leurs richesses et qui souhaiterait des stratégies qui permettent véritablement que cela se réalise. Et là, on a besoin de partenaires étrangers parce qu'ils ont des capitaux, etc. Et il dit, voilà, certes, hier, vous étiez appelés à prendre comme vous voulez, etc. Le monde est en train de se planétariser. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'ensemble, nous puissions gagner? Alors, que chacun trouve son compte. Ça, c'est la vision du chef de l'État et qui pense que ceux qui ont des moyens et qui veulent véritablement exploiter nos ressources naturelles, etc., peuvent le faire, mais dans un processus gagnant-gagnant. Mais écoutez, ceux qui étaient déjà habitués au pillage, à la volatilisation des ressources, etc., n'acceptent pas d'un seul instant cet état de choses. Raison pour laquelle on essaie d'utiliser des vautours internationaux qui sont généralement des multinationales. On vient dans la sous-région pour avoir pas, des voisins pour jouer le rôle de sous-traitants. On essaye de regarder à l'intérieur du pays pour trouver des Congolais qui sont favorables naturellement à jouer le jeu pour qu'on puisse anéantir le régime qui ne souhaiterait pas que la dérive continue. Et donc, nous avons une sorte de convergence d'intérêts entre ceux qui sont à l'extérieur, des puissances d'argent qui, visiblement animées par des multinationales, soutenues et accompagnées par leurs pays respectifs, et vous avez la sous-région, etc. Et ça se ramifie jusqu'au niveau de l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui n'ont pas encore compris les bien-fondés d'une Afrique unique, parce que nous avons été saucissonnés à Berlin, Subadinka, Thomas Dessini, je l'ai dit. Et donc, nous devons aujourd'hui reconfigurer l'Afrique, nous devons restaurer l'Afrique, et que nous avons intérêt, au nord, sud, est, ouest, centre, que nous puissions, nous, construire des passerelles, construire des interactions dynamiques, construire des synergies gagnantes, etc. Beaucoup de pays n'ont pas encore compris cela parce que c'est une question de vision. Beaucoup arrivent, n'est-ce pas, par défaut au pouvoir. Alors, nous aussi, nous sommes là justement pour inoculer l'esprit, que pour dire nous sommes ensemble. Et raison pour laquelle vous avez vu combien de personnes ont critiqué le président de la République. Il est allé chez Kagame, il est allé chez Museveni, compagnie, etc. Nous avons intérêt. Ça, c'est nos pays qui sont fondamentalement africains. Ce sont des Noirs comme nous. Ce sont des Kamas, des Kamites. Nous avons intérêt à travailler avec eux. Et raison pour laquelle le président nuançait le régime et la population. Nous sommes des voisins. On peut tout changer, on ne sait pas changer la géographie. Mais qu'est-ce que le Congo doit faire concrètement pour que cette place qui lui revient de la locomotive, de la gâchette que Front Fanon a dit, puisse lui revenir et qu'il mérite réellement cette place? Oui, mais le Congo est en train de travailler. Il est en train de revoir sa situation éducative, pardon. Le système éducatif a été tronqué. Il faut revisiter cela. Il faut promotionner la science. Raison pour laquelle, vous voyez, le président est en train de se battre dans le sens d'avoir des grandes universités qui, fondamentalement, doivent revisiter, n'est-ce pas, leur manière de faire. Ça, c'est évident. Mais au moins, il faut ne serait-ce qu'avoir où on peut étudier. Okay. Et
on est en train de travailler de telle sorte que, bon, même sur le plan spirituel, qu'on sache différencier le travail, la science, la religion. Parce que le Congolais croit beaucoup au fait que, bon, l'économie de la religion, ça veut dire, en fait, au moment où les gens réfléchissent à travers leur science pour inventer la caméra, pour inventer la chemise, le pantalon, compagnie, etc., eh bien, nous, on croit qu'il faut prier Dieu pour qu'il vous donne. Et pourtant, Dieu a tout donné. Toutes les solutions sont visibles, etc. Il faut en profiter par la connaissance. Et les gens sont au niveau de l'économie de la connaissance et non au niveau de l'économie de la religion. Et tout ça, ce sont des habitudes, tout ça, ce sont des comportements que nous avons construits au fil du temps et qui doivent être remis en question. Et une fois que nous avons un homme formé dans une bonne école, avec une éducation qui respecte naturellement les normes et les lois ancestrales, qui sont des lois divines, eh bien, écoute, si nous avons des hommes de science, pas des commentateurs scientifiques, mais des scientifiques, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'inventer, de nous créer des technologies, de nous créer des industries, et pour permettre la transformation de tout ce que nous avons comme potentialité, etc., à ce moment-là, nous aurons des richesses, on va créer des emplois, on va créer, n'est-ce pas, les gens vont trouver du travail, et on va faire des affectations rationnelles dans les différents secteurs de la vie où les routes seront aménagées, la santé sera disponible, l'électricité, l'eau et compagnie. Donc, pour que le Congo se respecte, eh bien, le Congo doit aller dans ce sens-là. Mais alors, il faut poser la question sur le comportement de l'élite politique, l'élite intellectuelle. C'est vous qui êtes l'élite, c'est vous qui menez les troupes. Mais c'est le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas à la télé pour dire quoi. Voilà les enjeux du Congo. Nous avons des potentialités, nous avons, n'est-ce pas, des convoitises externes, etc. Eh bien, vous, élite politique, il faut avoir des ambitions, mais il faut vous entendre et il faut savoir les intérêts du Congo et les intérêts individuels. Dissocier le deux, permettre à ce que nous puissions parler le même langage lorsqu'il s'agit de défendre le Congo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous, opérateurs économiques de notre pays, doivent savoir également qu'on a besoin d'eux. Pas pour justement seulement construire un hôtel rapide, mais c'est justement avoir de l'argent, faire des affectations, engager des scientifiques, produire des technologies, transformer le lithium, transformer le cobalt, transformer le niobium, etc. Ça, on en a besoin. Alors maintenant, si nos intellectuels n'ont pas encore compris aussi ces rôles-là, si on est dans la littérature littéraire, à ce moment-là, on n'ira pas beaucoup. Alors, nous avons vu le vice-premier ministre, enfin, le vice-ministre présenter ces Rwandais qui ont infiltré le pays. On a compris que les complots est très vaste. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a encore d'autres, parce que c'est ce que lui-même a dit, qu'il y a d'autres qui sont encore en fuite. Les services sont à leur trousse pour les récupérer, et mettre la main sur eux et les amener Et on a pu comprendre, ce que moi, personnellement, j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a une faille dans nos services d'intelligence. Parce que ces services d'intelligence sont censés anticiper ce genre d'événements. C'est vrai que ça peut passer, mais comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour rendre efficaces nos services d'intelligence? Parce qu'on est, apparemment, on parle plus d'armée, on parle plus de l'armée qui doit être modernisée, qui doit être enfin, on doit renouveler son équipement et tout, mais le service d'intelligence qui doivent jouer ces rôles avant-gardistes, de prévenir le danger, d'anticiper certaines actions, les stopper, les étouffer dans l'œuf. Qu'est-ce que vous suggérez aujourd'hui que l'on fasse réellement pour que ces services soient efficaces et soient à la hauteur de ces grands pays qui se veulent locomotives? Je retiens toujours ces... Vous savez, Morgane, depuis que je fais de la recherche sur la géostratégie du Congo-Kinshasa, j'ai fini par comprendre. Il n'y a pas que Congo-Kinshasa, en fait, l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, qui a des outils ou des instruments qui nivellent notre pays vers le bas. Parmi ces instruments, vous avez les médias qui, à longueur de journée, orientent l'opinion, essayent
niveler certaines personnes qui ont de grandes idées, etc., qui peuvent susciter l'espoir et l'espérance de manière à faire booster le pays. Et ces médias, qu'on appelle des médias mensonges, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Michel Collomb, qui est un Belge, un occidental, qui pense que bon, ces médias sont au service véritablement de leur pays impérialiste. Mais il y a les ONG. Il y a les ONG qui sont là justement pour préparer les terrains avant que les vautours n'arrivent, notamment les multinationales. Et c'est comme ça que, sincèrement, cher Morgane, vous savez, à un moment donné, j'ai entendu la discussion, à un moment, ici on dit non, on a imposé tel ou tel de donner les rapports sur sa fondation, etc. Et les gens disent non, pourquoi on te pose ça? C'est parce que, bon, il est candidat président de la République, etc. Mais il existe une littérature abondante qui montre que les ONG, les fondations, les associations diverses, etc., reçoivent des financements de quelque part. Et quand elles reçoivent, c'est pour atteindre un objectif. Et généralement, les ONG, j'ai écrit une dizaine de livres. Ces ONG-là, ils ont une mission. Certainement que moi, bon, j'ai exercé des responsabilités par rapport à ça, j'ai travaillé, j'ai fait une recherche-action pendant plusieurs années autour de ça, mais j'ai consolidé ma conviction autour de toutes ces ONG, etc. Et c'est comme ça que la loi 004 de 2004 exige naturellement que bon, les ONG puissent justement faire le rapport pour dire que voilà... Mais c'est l'État qui définit plutôt les cadres. Pourquoi est-ce que les ONG peuvent mais l'État définit. Je dis la loi 004. Cette loi-là demande aux ONG d'opérer, d'être reconnues, identifiées par les ministères techniques, de recevoir, n'est-ce pas, un arrêté d'agrément, compagnie, etc. Cependant, cette ONG doit être en mesure, une fois identifiée, d'être en mesure de faire un rapport acquis des droits. Et dans ce rapport, il doit dire que voilà, elle a tel capital, elle a reçu autant d'argent de telle ou telle personne ou de telle ou telle association externe, etc., pour faire tel travail. C'est très important. Et donc, le gouvernement de la République, au travers du ministère de tutelle, est habilité naturellement à être derrière les ONG pour réclamer le rapport, qui du reste est une obligation constitutionnelle, une obligation réglementaire, dois-je dire. Donc, ces ONG-là, vous voyez, elles viennent, elles s'installent, elles montent des stratagèmes, justement pour détruire certains pays. Vous avez vu ce qui s'est passé, par exemple, au Soudan. Ce sont les ONG qui avaient préparé le terrain de la balkanisation du Soudan. Mais que faut-il faire maintenant? Faut-il stopper l'agrément, les agréments accordés aux ONG? Faut-il restreindre leur liberté d'exercice ou qu'est-ce qu'il faut faire pour Il y a des ONG nationales qui ne sont pas suffisamment informées, n'est-ce pas, de la vision fondamentale de ce type d'association, mais qui de bonne foi travaillent pour l'intérêt de la République. Elles se présentent, elles ont besoin de moyens, surtout que bon, la République ne donne pas de moyens à ses propres ONG, et les ONG recourent à l'extérieur. Or, l'extérieur a des objectifs. Toutes ces ONG sont dans les guichets de leurs gouvernements respectifs pour avoir de l'argent dans les banques. Et c'est cet argent-là qu'elles viennent justement investir. Et on ne peut pas investir pour rien. Il n'y a rien pour rien. Alors ça, c'est une réalité. Oui. Maintenant, pour contourner cette réalité, nous devons d'avoir des services de renseignement très efficaces. C'est là la question de savoir ce qu'il faut faire concrètement pour que ces services soient à la hauteur de la grandeur que nous voulons. La présidente de la République l'a assez bien dit lorsqu'il dit que voilà, on va revoir la justice de la République pour élever la nation, on va requinquer les services de renseignement. Tous ces services doivent être humanisés. Ça a commencé. Combien de fois on a arrêté les gens et on les a placés dans tous ces services de renseignement, etc. Aujourd'hui, ce service est en train de devenir un service d'intelligence. Mine de rien, certes, il y a des faiblesses,
Mais ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a identifié, n'est-ce pas, nos compatriotes rwandais qui sont installés quelque part, qui ont mis en place des stratégies dans le sens de pouvoir créer des problèmes. Alors, donc, ce sont ces services-là. Mais encore que bon, ces services aient de moyens conséquents, ces services puissent suivre des enseignements, parce que nous sommes dans une guerre digitalisée aujourd'hui. On a besoin des services, des renseignements, bien entendu, pas pour observer seulement, mais qui utilisent aussi des machines, ou des machines, bien entendu, sophistiquées, qui permettent véritablement d'avoir à ta portée l'information. Ça, on en a besoin. On a entendu parler du budget de l'armée qui va passer d'1 milliard, quelque chose, mais on ne parle pas du budget accordé aux services d'intelligence. Est-ce que c'est un budget secret qu'on ne peut pas dévoiler, ou il y a un budget qui doit être mentionné dans la loi des finances? Bon, même le service de sécurité, il y a un ministère. Hein? Okay. Il y a un budget par rapport à ça. Certainement que, bon... Donc c'est le ministère qui gère le budget des services d'intelligence? Non, non, pas géré. Le service de service, c'est un établissement public, c'est un service, bien entendu, en tant que service, mais qui est décentralisé. C'est très important. Et ce service-là, c'est un service technique du ministère. C'est très important, mais qui se gère de manière autonome. Voilà. Donc, c'est vrai que pour l'instant, que ce soit le ministère de la Justice, que ce soit le ministère de l'Intérieur, ça exige naturellement un peu plus de moyens. Un peu plus de moyens. Est-ce qu'on a ces moyens qu'on ne voudrait pas faire des affectations? Moi, j'ai dit non. On n'a pas encore les moyens. Lorsque vous avez 10 milliards, lorsque vous avez encore... C'est un effort qui est fait récemment. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. À 16 milliards presque. 16 milliards. Regardez, le service, le budget de défense pour les Américains, c'est 750 milliards. 750 milliards. Ouais. 750 milliards. C'était à 500 milliards, voilà. ils ont... Pour les sauver les risques, c'est 60 milliards. 60 milliards. Tu vois? Et alors, nous, on est à combien? C'est ça le milliard, problème. Et alors maintenant, nous sommes un grand pays. Voilà. Nous sommes un grand pays. Et alors, il faut et c'est comme ça que moi j'ai toujours dit que parfois on demande au gouvernement de faire comme la France fait, comme la Belgique fait, comme les États-Unis. Ah non! On ne tient pas compte des moyens. La Belgique, c'est un pays industrialisé. La France est industrialisée, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'il y a des minéraux, il y a des ressources que Dieu a données à chaque pays. Eh bien voilà, il y a des pays qui sont incapables de transformer les ressources qui leur sont données. Eh bien, il y a des pays qui ont la possibilité d'avoir des industries capables de transformer. Et ce sont ces pays-là qui dominent parce qu'ils ont des richesses additionnelles. Okay. Voilà. Alors, vous ne pouvez pas demander ce que peut faire la France qui a pratiquement, c'est pas... un produit intérieur brut de l'ordre de 3 000 milliards. 3 000 milliards. Ouais. À la différence, par exemple, du Congo-Kinshasa, 54 milliards. Vous voyez? Donc, c'est le jour et la nuit. Okay. Entre-temps, le Congo-Kinshasa est plus grand que la France. 4 fois et demi. 4 fois, ouais. Vous voyez? Et même au niveau de la population, le Congo-Kinshasa a 110 millions de personnes, d'habitants. Et la France, c'est moins de 100 millions. Voilà. Vous voyez? Donc, tout ça faisant combine montre très clairement qu'il y a des défis qui nécessitent une révisitation de ce que représentent tous nos systèmes. Que ce soit le système politique, le système économique, le système social, le système religieux, le système éducationnel, etc. Donc, il faut pousser pour que... Il y a une question que j'aimerais vous poser, M. Norbert Yamba. On a vu, lorsque les soldats rwandais ont été arrêtés, la RDC a montré sa bonne foi. Elle a relâché ces soldats, elle les a renvoyés au Rwanda. Aujourd'hui que nous avons ces réseaux qui viennent d'être démantelés, que faut-il faire avec ces gens? Est-ce qu'il y a-t-il un mécanisme qui est prévu pour que ces gens puissent comparaître ici, qu'ils soient sanctionnés ici, ou on doit encore les retourner au Rwanda? Vous savez, cher Morgan, je ne veux vraiment pas dire ça comme ça, mais le président de la République, c'est un panafricain. Il croit beaucoup à l'Afrique. Il croit que deux pays africains voisins n'échangeront jamais d'adresse. Ils resteront dans cet espace. Et il faut faire confiance. Il faut avoir le bénéfice des doutes. Et c'est comme ça que, bon, chaque fois qu'il y a un problème, on essaie pratiquement
de gérer les émotions toxiques. Pour ces cas que vous évoquez, etc., on dit, bon, écoutez, ils sont nos frères, peut-être qu'ils ont commis une erreur, et bien, écoutez, faisons. Donc nous allons encore le relâcher. Non, mais attention, les efforts d'aujourd'hui se nourrissent des erreurs d'hier. J'insiste. Les efforts d'aujourd'hui se nourrissent des erreurs d'hier. Si à un moment donné, par une fois, deux fois, nous avons tiré des conclusions et nous estimons que les gens ont fait profession, c'est pas ce type de comportement, à ce moment-là, on cherche une autre stratégie correspondante. Quel sort réservé à ce type de personnes qui sont aujourd'hui pris dans le filet de services d'intelligence? Il y a la législation internationale, il y a la législation nationale, et les deux doivent être compatibles, et donc il y a des règles de jeu. On doit les poursuivre, etc. On sait qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire. Cette question est réservée naturellement. Alors nous allons parler, parce que nous sommes en train de chuter, nous allons parler d'élections. La CENI avait lancé, depuis le 24 dernier, l'enrôlement et l'identification des électeurs. Ça se déroule tant bien que mal. Beaucoup d'imperfections. C'est vrai que chaque œuvre humaine est perfectible. Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui? Les gens sont beaucoup plus dans les détails. Les cartes sont passées des couleurs en noir et blanc. Vous qui êtes politique, vous pensez que nous avons encore le temps de rester dans le détail où les gens doivent aller nécessairement à l'enrôlement pour aller aux élections? Quand on n'avait pas commencé l'enrôlement, tous les hommes politiques, y compris moi-même, nous avons réclamé pour que la CENI puisse mettre en place un calendrier électoral. Et, il existe des opérations qui ont été prévues dans ces calendriers. Et le démarrage, naturellement, de ce calendrier passe par l'enrôlement. Et je pense que nous devons être conséquents. Le grand malheur chez nous, c'est quoi? C'est qu'on est sur, au lieu de poser des questions de fond, on est sur les couleurs, on est sur la taille. Mais lorsque par moment on voit cette perturbation, des photos qui sont sombres, à peine on va reconnaître les détenteurs de cette carte, d'autres photos qui sont, soit les visages sortent à côté au lieu d'être dans les cadrans. On est au début. On a quand même le droit de se plaindre. Mais bien entendu. Mais quand on se plaint, on voit, et puis finalement, on rectifie. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Alors, au lieu maintenant de focaliser son attention jusqu'à remettre en question le processus, et c'est ça le danger. Parce qu'en réalité, moi je suis spécialiste des questions électorales, cher ami. C'est clair. Lorsqu'on proclame les résultats aujourd'hui, demain il faut commencer déjà à préparer les élections. Que ce soit par l'organe qui s'occupe de cette question, que ce soit par les opérateurs politiques. Voyez, les gens sont souvent surpris. Lorsqu'on invite les gens pour dire, écoutez, venons tester les machines. Et quand ils viennent, ils ne sont pas tellement concentrés. Ou soit on envoie des hommes et des femmes, des circonstances, pas des hommes qui sont très professionnels par rapport à la question. Et ce n'est qu'après, quand il y a des résultats comme ça, les gens commencent véritablement à faire des déclarations parfois irresponsables. Alors, soyons sérieux. Soyons sérieux. Aujourd'hui, le processus est en cours. Ce sont les mêmes personnes qui disent que voilà, il faudrait que les élections soient organisées dans le délai. D'ailleurs, une déclaration a été faite par une déclaration commune, Mukwege, le docteur qui s'est associé cette fois-ci à Martin Fayulu officiellement, et Matata Ponyo, ils ont fait quelques recommandations, parmi lesquelles on a vu l'arrêt de poursuite pour l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, mais également la recomposition de la CENI, ce qui revient à dire qu'on doit tout reprendre, on doit repartir à zéro. Non, ce n'est pas une décision. Non, mais c'est quand même une voix qui porte bien entendu un prix Nobel de la paix. Lorsqu'il parle, on doit quand même l'écouter. Je m'insiste beaucoup. Je m'insiste beaucoup. Je n'ai rien contre le docteur Mukwege, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, de respect et de considération. Mais ne venez pas me brandir, moi, panafricaniste, cette histoire de prix Nobel ou des trophées obtenus